Certains t'ont accusé de te lever les nuits pour détester Stephen Guilbeault, fondateur d'Équiterre, à l'époque où il était militant écologiste. Mais maintenant que Stephen Guilbeault a gravi les échelons du Parti libéral de Justin Trudeau pour devenir ministre et à la lumière des rapports pessimistes du GIEC, il semblerait que tes positions étaient pertinentes. Bien, premièrement, pour les gens qui me connaissent, moi, je suis pas mal pratico-pratique. Je vais juger les gens, non pas à leur apparence ou à leur discours, mais à leurs résultats, à leurs actions. Bien, pour moi, Stephen Guilbeault n'a jamais été un écolo sérieux. C'est pour ça que j'ai toujours dit que c'était un éco-vedette, qui était fort dans les paroles, les belles annonces, les ci, les ça, mais il n'a jamais fait le travail. Et si on prenait 3 dossiers, puis je pourrais en nommer beaucoup plus, prenons par exemple, avec la bataille qu'on a dû mener contre les centrales au gaz, là, il y avait la centrale de Surroy, mais il y en avait 12 centrales qu'on nous proposait là, à la fin des années 90 et début des années 2000. La bataille du Surroy, les centrales au gaz. On nous proposait 12 centrales au gaz parce qu'on manquerait d'électricité au Québec. Ben oui. Écoute, moi je me rappelle, on était en décembre 2003 quand M. Caillé était sorti dans les médias pour dire « Baissez vos thermostats, on va manquer d'électricité ». Et j'ai su par la suite, écoute bien ça, quelqu'un en relations publiques m'a dit que c'était orchestré pour susciter un sentiment d'urgence chez les Québécois pour accélérer la construction de la centrale du Surroy. Oui, puis on se basait aussi sur le verglas qu'on venait d'avoir il n'y avait pas tellement longtemps. Ah oui, c'est donc vrai. Là, on voulait faire peur aux gens, on va geler dans le noir, on a besoin de sécurité, ça prend des centrales au gaz. Mais là, on sortait du débat sur l'énergie où les Québécois, et là, il y a eu une consultation de 14 000 Québécois qui était unanime. Et un consensus. Et un consensus solide où on disait... On veut de l'énergie propre, hydroélectricité, efficacité énergétique, conservation de l'énergie, solaire et éolien. On veut plus de nucléaire, on veut plus de pétrole. Et on veut notre énergie. On veut rester maître chez nous. Et donc, la centrale du Surroy était une centrale au gaz naturel. Et là, il y a un chiffre qui est sorti dans les médias qui a fait très mal à Hydro-Québec. Oui. Il y a des gens qui ont calculé les émissions en termes de gaz à effet de serre. Bien, c'était l'équivalent des émissions de 600 000 voitures. À quelques jours de la mobilisation qu'on avait organisée le 1er février 2004, je m'en souviens comme si c'était hier, Et vous aussi. il y avait des gens, il y avait des groupes qui disaient « Ah, ça marchera pas, les gens ne sont pas mobilisés. » Et on s'est retrouvés à 25 sous zéro, on était 10 000. Et ça fait en sorte de forcer la discussion, encore une fois, pour dire qu'il faut être cohérent en ce qui a trait à l'avenir de notre énergie. Mais malheureusement, on en a échappé une, qui est la centrale de Bécancour. Ouais. La centrale de Bécancour, ils l'ont ouverte pareil. Oui, et ça, on paye très cher pour quelque chose qu'on n'avait pas besoin. Ouais. Elle a fonctionné pour une période d'à peu près 14 mois et a émis 1 800 000 tonnes de gaz à effet de serre. Mais les États-Unis, qui importent de l'énergie du Québec, ont dit, ben là, votre énergie Est moins propre. est moins propre, donc on va la dévaluer, on va la calculer ou la mettre au même niveau que l'énergie produite par le gaz, parce que c'était produit par le gaz. Donc on perdait 3 sous du kilowattheure. Donc on passait de 9 sous à 6 sous, c'est 300 millions d'un coup sec. Et là, Ça a fait en sorte que Hydro-Québec a commencé à sortir la calculette, puis on dit on perd de l'argent, donc on la ferme. ouais, et là, Hydro-Québec a dit, non seulement on la ferme, mais on va payer pour la tenir fermée, parce que là, il y a un contrat de 20 ans avec TransCanada Énergie. TransCanada, vous savez, la même compagnie dont on parle par rapport au dossier des pipelines. C'est à eux autres qu'on paye ça. Ben oui. Et là, ben c'est 150 à 180 millions de dollars par année qu'on paye sur 20 ans pour que l'usine ne fonctionne pas. S'ils nous avaient écoutés à l'époque, ils n'auraient jamais ouvert cette centrale-là et on aurait pu se sortir avec beaucoup d'argent dans nos poches qui arrive à peu près, j'ai fait les calculs, après 20 ans à l'équivalent du CHUM et du CUSUM. On a été quand même capable d'en bloquer 11 et on a fait prendre le virage vers les énergies vertes là, de façon beaucoup plus déterminée. L'ensemble du mouvement environnemental, des citoyens, même le Bureau d'audience publique sur l'environnement s'est opposé fermement à la construction des centrales au gaz, et surtout celle de Bécancour, en nous disant que si on allait de l'avant avec le Surroy, on venait de condamner l'accord de Kyoto, ou nos engagements dans l'accord de Kyoto, OK, au Québec. Bien, tous les écolos sont prononcés contre le Surroy, sauf Stephen Guilbeault.
lui continuait à dire, on n'est pas sûr, peut-être, peut-être pas. Et ça, on appelle ça de l'illusion, de la diversion. OK? Si ça avait été seulement qu'une fois, on aurait pu dire, c'est trompé. Mais non, il a continué. Sur Ouest, on a mis la clé dans la porte du projet en 2004, mais il y avait les projets de port méthanier et entre autres le projet de Rabasca. J'aimerais ça que tu nous rappelles, c'était quoi le projet Rabasca? C'était l'idée de construire un port méthanier, un port qui reçoit des bateaux qu'on appelle les méthaniers, qui contiennent du gaz naturel liquéfié. L'idée était qu'on fournirait le Québec et le nord-est du continent avec ce gaz naturel liquéfié. Il y avait des enjeux, évidemment, de changement climatique, parce qu'on brûle du gaz. Il y avait des enjeux de pollution atmosphérique, mais il y avait des enjeux de sécurité très importants. Oui. On voulait bâtir justement au centre d'une agglomération à Lévis, Québec, Île-d'Orléans, où il y a à peu près 1 million d'habitants. Et c'était à ce point inquiétant que le ministre de l'Environnement à l'époque, Thomas Mulcair, avait été voir un port méthanier dans un endroit semblable à Boston et il en était revenu en disant, les gens là-bas nous ont dit, ne bâtissez jamais ça dans un endroit aussi peuplé, si ça pète, c'est l'enfer. Ça pourrait causer des dommages incalculables et des victimes, mais bon, c'était pas la logique qui menait ce projet-là. Une chose dont je me rappelle à cette époque-là, c'est que le ministre de la Santé, qui était Philippe Couillard, avait dit que malgré l'avis de la santé publique de Chaudière-Appalaches qui disait que ça pourrait avoir des effets néfastes sur la santé des gens de la région, il fallait aller de l'avant pareil parce que ça nous amènerait des revenus qui feraient en sorte qu'on pourrait soigner les gens, ce qui est quand même totalement ridicule quand on y pense. Absolument fou. Et en même temps, ça allait dans le sens totalement contraire des intérêts du Québec parce que l'indépendance énergétique, le Québec l'a bâti à partir des énergies renouvelables comme l'hydroélectricité. Ça a été vraiment une bataille citoyenne menée de longue haleine, mais qu'on a fini par gagner. Cette bataille-là a aussi démontré que les gens commençaient à comprendre l'importance de défendre leur milieu de vie. Parce qu'on pouvait proposer n'importe quel projet aussi absurde que ce projet-là, qui avait ni queue ni tête, ça servait à rien, ça rendait le Québec dépendant. Mais là, les gens ont compris qu'on s'attaquait à leur communauté. Et là, les gens sont mobilisés, puis ça a été une très belle victoire. En 2006, la communauté encore était tout à fait opposée. Tous les experts disaient que ça n'avait pas de bon sens. Rabasca proposait d'importer du gaz pour le Québec. On n'avait pas besoin. On venait de dire non à 12 centrales au gaz. Et l'idée du gaz qu'on voulait importer, c'était pour alimenter ces centrales-là. On n'en avait pas besoin. Alors tout le monde comprenait que ça n'avait pas de bon sens. Ben non, Stephen Guilbeault aura écrit une lettre, aura pris position pour dire... peut-être, on ne sait pas, ça pourrait être bon. Encore une fois, une opération de diversion, une opération de sapage de l'action sur le terrain en disant que, on n'est pas sûr. Puis il faut toujours se rappeler que Stephen Guilbeault, à lui seul, prenait plus de place dans les médias que l'ensemble des groupes écolos. Une nouvelle sur 2 à Radio-Canada, c'était Stephen Guilbeault. Alors, ça n'a de rien. À 3 fois qu'il arrivait pour dire on n'est pas sûr, si, pas ça, ça ralentissait l'action pour tout le monde. Puis on peut voir, allez voir les gens à Lévis qui se battaient contre Rabasca, ils ont sorti dans les médias pour dénoncer Stephen Guilbeault, carrément, mais les médias ne l'ont pas noté. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le pire, c'est toutes ces prises de position et ces interactions avec les pétrolières, entre autres avec les rencontres secrètes qu'on a dénoncées. OK? Souvenons-nous que juste avant le sommet de Paris en 2015, Stephen Guilbeault était à Edmonton pour accueillir le plan d'action bidon de l'Alberta qui
promettait, on ne sait pas comment il pouvait arriver à ça, mais qui promettait une action responsable sur la lutte à la crise climatique, mais en même temps qui permettait d'augmenter la production d'au moins 40 à 50 % la production de pétrole. Et là, on a un écolo, l'éco-vedette en chef, qui vient nous dire que c'est un bon projet. Et ça, c'est juste avant le sommet de Paris. Et là, arrivé à Paris, on est en train de nous dire le Canada est vraiment génial. Le Canada, avec l'Alberta, vont tout changer. Il n'y a rien qui s'est passé. À part que nos émissions ont continué à augmenter. Et pire, les libéraux, avec Stephen Guilbeault, comme conseiller stratégique avant son élection et ensuite comme ministre du patrimoine, ont continué à financer l'exploitation pétrolière et gazière, de financer l'augmentation de la production. Alors ça, je m'excuse, là, mais je ne connais pas un écolo qui va encourager l'augmentation de pétrole tout en disant qu'on va réduire les émissions. Ça se peut pas. On nous vantait ou on essayait de nous faire passer qu'ils étaient capables de réaliser la quadrature du cercle. Ben non, ils n'ont jamais réduit les émissions, puis la production de pétrole et de gaz a explosé. Il y a eu beaucoup de réunions secrètes, de rencontres secrètes. On en a eu 20, mais bien sûr que Guilbeault et les gens d'Équiterre n'en ont jamais parlé. Par contre, c'est devenu public à un moment donné. Nous, on a reçu de l'information privilégiée provenant de gens haut placés au gouvernement qui nous disaient « Attention, il y a des rencontres secrètes, vous deviez voir ça. » On a fait des demandes d'accès à l'information. On a reçu les rapports démontrant qu'il y avait bel et bien eu des rencontres secrètes entre les promoteurs d'Énergie-Est, TransCanada, et là, dans ça, même Stephen Guilbeault est obligé de reconnaître publiquement qu'il a participé à ces rencontres-là. Mais bien sûr, il va nous dire qu'il ne faisait rien d'anormal. Mais pourquoi à ce moment-là que c'est des rencontres secrètes? Pourquoi qu'on n'en a jamais entendu parler? S'il n'y avait rien à cacher, bien, il aurait pu le dire. On aurait certainement appuyé les bonnes actions. Mais non, il ne l'a pas fait et
certain qu'on juge l'action. Ça, c'est les résultats, là. Tu n'as rien fait, tu as participé à des rencontres secrètes, nos émissions continuent à augmenter, les projets de pipeline sont passés, puis tu t'es fait élire comme ministre.